Bonjour, bienvenue dans la saison 2 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. Pour tous, la reprise, la rentrée scolaire a une coloration ou un parfum particulier. Source de joie, d'excitation pour la nouveauté, les changements, les découvertes à venir, ou bien source d'appréhension, de peur au ventre, et entre les deux, une palette de ressentis en fonction de nos parcours respectifs. Chacun pourra s'y retrouver et en prendre conscience, une première étape pour mieux se situer dans la relation. Nous commençons cette année en retrouvant celle qui avait été la première à répondre à l'invitation en 2021, Véronique Gaspard. Bonjour Véronique. Bonjour Evelyne. Ravie de pouvoir t'accueillir aujourd'hui et puis surtout de pouvoir nourrir aussi un début d'année pour toutes nos communautés éducatives. Alors je le rappelle, tu es formée et certifiée en CNV, communication non violente, et plus que jamais, tu es déterminée à faire bouger les lignes du système éducatif en partageant au plus grand nombre une manière d'être en relation et de vivre la relation. Tu es également cofondatrice de Déclic CNV et Éducation et sur les traces de Marshall Rosenberg, le fondateur de la CNV. Alors en début d'année scolaire, la thématique de la relation école-famille est souvent abordée, reprise, revisitée, et nous avons parfois l'impression de maîtriser le sujet, d'en avoir fait le tour, ou au contraire, nous sommes démunis et insatisfaits quand nous mesurons l'écart existant entre nos intentions et les résultats obtenus. Alors, pour une première question, et je pense que je vais aller très très vite dans le vif du sujet, qu'est-ce qui fait que sans en avoir l'intention, nous générons des conflits qui le plus souvent nous dépassent, nous échappent et détériorent vraiment et profondément la relation? Merci pour cette première question. J'aime beaucoup cette notion d'intention qui est vraiment propre aussi à la communication non violente, de regarder avec quelle intention j'arrive dans la relation. Et moi, pour travailler avec de nombreux éducateurs, chefs d'établissement, enseignants, je ne crois jamais de personne qui ait des intentions autres que de vouloir vraiment créer du lien. Et moi, ce que la communication non violente m'a apporté, c'est la clarté des messages en fait que j'ai reçus à travers un langage conditionné et que j'ai reproduit sans en mesurer les conséquences. Et que dans la relation aux familles, il y a une attention particulière à porter sur les mots en fait qui sortent de notre bouche par habitude et qui peuvent générer vraiment des réactions inattendues. La communication non violente m'a mis en évidence combien les jugements faisaient partie de nos habitudes, au-delà même le fait qu'on s'en rend compte. Donc quand on parle de jugement, eh bien, je sais pas, moi, ça peut être du registre des interprétations, des comparaisons. Par exemple, on va accueillir un parent en disant « Ah, je suis ravie d'accueillir le petit frère ou la petite sœur de cet enfant aujourd'hui. Ah, j'ai vraiment des souvenirs extraordinaires. » Ou « Ah, je me souviens combien votre enfant était pitre. » Et déjà, il y a déjà une première rupture. Et puis, la plupart du temps, on se comporte dans notre système, et je dis bien notre système puisque j'ai été, moi, infirmière scolaire, avec des choses du registre des injonctions, des ordres, et que les êtres humains, ils apprécient d'avoir le choix, et que dès que je me positionne comme, je dirais, dans une forme de domination, le parent y perçoit ça. Et puis, il y a l'axe de la prise de responsabilité aussi, qui quelquefois nous échappe, où on a grandi dans un système qui ne nous apprend pas à prendre la responsabilité de nos émotions, de nos sensations, et on va accueillir les parents avec « je suis en colère à cause de votre gamin » ou « dépité parce que vous avez fait quelque chose ». Et donc les formations et les initiations en communication non violente nous amènent à être plus vigilants là-dessus, et puis surtout ça nous amène à mettre une attention particulière sur des besoins fondamentaux. Et que la notion de l'accueil, elle est essentielle. Et peut-être juste là, je vous inviterai à vous souvenir d'un moment où vous avez été accueilli, comme vous aimez être accueilli, et de vous souvenir ce que ça vous a fait, et puis de regarder c'était quoi les ingrédients, et puis d'un moment où vous avez été accueilli d'une manière qui a laissé une trace, en fait une mémoire,
et de regarder c'était quoi les ingrédients en fait à ce moment-là qui vous ont manqué. Et que les premiers contacts en début d'année me semblent particulièrement essentiels pour générer après des relations qui vont être au service de l'apprentissage de l'enfant. Moi, j'aime me souvenir de ce proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et que quand on parle de coéducation, quand on parle de communauté éducative, c'est comment dans l'accueil des familles, je vais faire en sorte que le premier contact se passe au mieux de ce que je peux faire dans cet instant-là. Alors, merci vraiment de commencer par ça. De ce fait, tu es déjà allé sur ma deuxième question, puisqu'on parlait des besoins, mais c'était vraiment de se dire, et tu as parlé de l'accueil, donc le fait d'être accueilli, comment on l'est, et cette idée de mémoire est très intéressante, parce qu'on a aussi envie de reproduire quelque chose qui s'est bien passé, que ce soit avec les familles ou avec les élèves qu'on accueille. Alors, comment justement démarrer l'année dans de bonnes conditions, et quels seraient pour toi les besoins qui sont vraiment à respecter de part et d'autre pour favoriser dès le début un climat serein. Alors tu l'as un petit peu annoncé, amorcé, mais est-ce que tu pourrais avoir quelque chose de très précis en dehors de l'accueil? Vraiment, et puis peut-être de revenir sur ce que c'est qu'un besoin aussi, de quoi on a besoin, sachant qu'après il y a plein de moyens, on est bien d'accord, mais quel besoin peut avoir à la fois un chef d'établissement, un enseignant, et le parent et l'élève de l'autre côté? Comment on peut respecter ça? Alors du point de vue, je dirais, de l'institution, on s'imagine la coéducation, on s'imagine le soutien, et quelquefois, il nous manque les moyens. Et que pour moi, il est question dans un premier temps de prendre soin vraiment de la relation. C'est-à-dire que moi, dans les souvenirs que j'en ai, on m'accueillait pour me partager le programme, pour me donner le règlement intérieur de l'établissement. Et j'ai rarement vécu l'accueil où il n'y a pas d'autre intention que celle d'accueillir une famille ou d'accueillir les parents d'une classe. Et que même si les parents maintenant sont rodés à croire que on va leur présenter le programme et le fonctionnement de l'établissement, je crois qu'aujourd'hui, nous, avec la conscience inhérente, avec la communication non violente, on a à mettre notre attention sur cette connexion entre humains avant l'action. Et donc pour moi, l'accueil, il passe par des temps de rencontre où un chef d'établissement ou un professeur principal pourrait comme offrir vraiment des temps de connexion en fait, entre les parents entre eux, entre l'équipe pédagogique et les parents, mais simplement peut-être leur demander est-ce que vous avez des doutes ou des craintes par exemple par rapport à cette année. Vous voyez qu'on puisse finalement poser notre réalité, ou c'est quoi les plus grandes joies que vous avez vécues cet été avec vos enfants et que vous aimeriez partager. Donc vraiment de prendre du temps qui concerne seulement la relation et pas l'action de ce qu'on attend après avec les parents. Parce qu'en tant que parent, s'il y a une chose dont on a besoin, alors peut-être je parle que du point de vue de ma lorgnette, mais il y a comme un temps d'apprivoisement. Et que je crois qu'on ne prend pas assez le temps de prendre soin de la façon dont les parents ont vécu eux-mêmes l'école. Et que si on demandait aux parents quels souvenirs vous avez de l'école et comment on pourrait faire en sorte de maintenir les bons souvenirs s'il y en a ou de transformer les souvenirs qui ont été douloureux, je pense que là, il y a vraiment un levier d'action majeur. D'accueillir la réalité de la façon dont les parents ont vécu l'école, parce que consciemment ou inconsciemment, ça a un impact sur l'enfant, sur l'élève. Alors je pense qu'en effet, inconsciemment, ça en a, puisqu'on se rend bien compte que lorsqu'on a un souci, dès le début de l'année, ça peut arriver très très vite, on sait bien qu'un parent qui va arriver parce qu'il y a eu une incompréhension, entre guillemets une punition, quelque chose qui est mal vécu, il va arriver, j'ai envie de dire, chargé de ce qu'il a vécu lui-même, donc avec toute cette mémoire qui est réactivée de ce fait, parce que s'il y a eu de la frustration, de l'incompréhension, de l'injustice, il arrive chargé de ça. Son rapport à l'école va déjà bloquer la relation ou en tout cas va la malmener dès le début. Donc comment on fait de ce fait, comme par rapport à ce que tu dis, pour rejoindre un parent qui serait dans cette situation-là, c'est-à-dire qui arrive avec une blessure liée à l'école, qui est réactivée par une blessure qui est liée à l'accueil de son enfant, en quittant un petit peu les masques de ce côté un peu persona, mais sans quitter le professionnel, et de ce fait d'être dans
dans un entretien qui est un entretien de qualité et respectueux pour chacun. Comment on peut faire ça, véritablement? Oui, donc là on bascule dans l'accueil individuel Tout à fait. d'un parent qui arrive excédé par quelque En chose qui s'est colère, passé tout à fait. en lien avec quelque chose dans l'institution. Moi, je crois qu'il y a une urgence aujourd'hui à accompagner les enseignants pour qu'ils développent cette qualité d'écoute empathique à laquelle on fait souvent référence avec la communication non violente. Alors, avec 2 axes importants. Le premier axe qui est de pouvoir rejoindre le parent à l'endroit où il est, et aussi pour apprendre aux enseignants à ne jamais prendre contre eux la moindre critique d'un parent. Parce que moi, je crois qu'une partie de l'épuisement des enseignants est liée au fait qu'on ne leur transmette pas les bases de quelque chose qui pourrait assurer en fait un maximum de survie pour eux et de soins. Alors, c'est quoi l'écoute empathique d'un parent qui arrive en colère? Tranquillement, on se souvient que quel que soit le niveau de violence, ça parle d'un besoin qui n'est pas entendu chez la personne qui nous parle. Donc, écouter empathiquement un parent, c'est souvenir que, quelle que soit la forme avec laquelle il parle, même si la forme peut être inacceptable, et je ne suis pas en train de dire qu'à un moment, on ne va pas partager que la forme avec laquelle il nous parle, il n'y a pas un stop à mettre à ça, mais se souvenir que ce parent qui arrive, il faut d'abord déjà une certaine confiance pour oser aller, je dirais, crier dans l'institution. Donc moi, j'aurais tendance à dire, mais merci déjà pour votre confiance, parce que je ne suis pas sûre que moi, j'aurais eu les moyens de venir crier à chaque fois que ça n'allait pas. Donc c'est déjà le témoin d'une confiance, c'est une façon de voir les choses. Alors ça demande une sacrée expérience. Alors, est-ce que c'est une confiance ou c'est le fait d'être simplement dépassé et que l'inacceptable parce que le besoin n'est pas nourri, qu'il faut y aller, quoi? Il y a ça aussi, on est d'accord. On est peut-être sur les deux. On est sur les deux. D'accord. Mais remercier quelqu'un déjà, ça, oui, je vois que ça fait comme ça. oui. Et en même temps, c'est un défi, Bien sûr. mais de dire, mais j'imagine peut-être, c'est peut-être du courage ou une forme d'inconscience, mais en tout cas, le parent, il est là. Et que le fait de le dire, eh ben, ça va être une occasion de transformer ça. Dès le début, en fait. Dès le départ. Parce que pose le les cadre. parents qui ne disent pas, d'une certaine manière, il y a quelque chose en fait qui met des grains de sable dans les rouages de la relation. Et peut-être qu'ils vont dire à d'autres parents, qui vont redire à d'autres parents, et que finalement, Ça va exploser à la fin. ça explose et que c'est plus compliqué après pour récupérer l'ensemble d'une communauté qui est en colère plutôt qu'un parent qui vient. Donc, très vite, entre guillemets, accueillir. Dans ce que tu dis, il faut pas l'anticiper, mais en tout cas, réagir, mais dans le bon sens du terme, dans le bon sens du terme de réagir, c'est-à-dire vraiment accueillir et ne pas laisser partir un parent qui serait complètement démuni, en colère, frustré, quoi. Exactement. Et déjà, peut-être déjà dans la réunion de pré-rentrée, de dire si à un moment il y a le moindre accroc, s'il vous plaît, venez me le dire, même si ça prend une forme qu'on pourrait regretter après, je préfère que vous veniez me dire ce qui ne vous convient pas, plutôt que de le laisser traîner dans la relation. Et puis après, on va écouter ce que disent ce parent. Qu'est-ce que vous aimeriez que j'entende ? Est-ce qu'il y a encore autre chose que vous aimeriez que j'entende ? Alors, ça peut paraître fou. Moi, j'ai vu Marshall Rosenberg un jour dans une formation accueillir une participante qui était furieuse et il continuait de lui dire « Est-ce qu'il y a encore autre chose que vous aimeriez me dire ?» Et moi, je disais « Mais il est fou cet homme !» Et en même temps, un jour, j'aimerais savoir faire ça. Et donc, d'accueillir ce parent jusqu'au bout de ce qu'il a à dire. Vider son sac, entre guillemets. Exactement. Et son cœur, d'une certaine manière. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez sur la patate ? Est-ce qu'il y a encore autre chose ? Et quelquefois, dans l'expérience qui est la mienne, eh bien, le parent dit « mais merci tellement », alors que, d'une certaine manière, vous imaginez que vous n'avez rien fait, si ce n'est que vous avez fait le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un être humain, c'est d'être entendu jusqu'au bout de sa réalité. Et que... moi, je vois que quelquefois, ça suffit. Alors, ça demande d'être dans un espace très discerné pour celui qui écoute, d'inlassablement de ne jamais croire ce que l'autre raconte et le prendre contre soi. Et tu le dis, c'est ce qu'il se raconte. Mais oui. Ça, c'est important aussi de le redire. Oui. Et que l'axe majeur de la communication non violente, ça va être de faire ce lien entre l'émotion et un besoin qui n'est pas entendu. Et peut-être que quand l'enfant, comme tu disais, l'exemple là, il est puni, même si mon rêve, bien sûr, c'est de vivre dans un monde où on a transformé la punition dans quelque chose qui est du registre de la réparation. Mais supposons qu'il y ait une punition, peut-être que le parent aspire à de la justice, peut-être que le parent aspire
à comprendre ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a juste envie, lui, d'être entendu à la mesure de ce qu'il a vécu comme injustice et qui fait le lien, enfin en tout cas, que son histoire se colle à celle de son enfant. Ça se rejoint, tout à fait. Voilà. Et donc l'écoute empathique, ça se développe. Donc ça se travaille et c'est une vraie expérience qui se reprend et sans arrêt en fait. Oui, moi j'en suis à quasi 20 ans de la découverte de ce processus et il n'y a pas un jour où je ne remets pas en question ma capacité d'écoute. Donc c'est vraiment un chemin de conscience plus qu'un outil. Oui, c'est ça. Et après, quand j'accueille ce parent, c'est quoi mon intention ? Est-ce que c'est d'asseoir une forme d'autoritarisme et de lui montrer qu'il n'a pas à me parler comme ça et qu'il a intérêt à rentrer dans les rangs ? Et dans ce cas, j'entretiens un système de c'est moi qui ai raison et lui il a tort, et que peut-être il va reproduire ce schéma avec son enfant. Est-ce que mon intention, c'est vraiment d'être dans cette compréhension mutuelle et de faire en sorte de voir comment on peut faire autrement et comment on maintient ce lien, parce que j'aime rappeler que l'objectif, il est de favoriser l'apprentissage de l'enfant. Parce que quand il y a une fracture entre la famille et l'école, le premier qui pâtit de ça, c'est l'enfant, l'élève. Alors je te remercie parce qu'en fait c'était vraiment de remettre l'enfant au centre et de se dire que si on est là aujourd'hui, et même dans ce podcast, c'est vraiment pour ça, c'est-à-dire de se dire pourquoi on est là, pourquoi on a choisi le métier, pourquoi on a envie d'accueillir les enfants en classe, de les faire grandir, à quoi on les prépare. Et de ce fait, on travaille par ricochet aussi sur le lien avec la famille, mais c'est vraiment l'enfant au centre. Donc merci d'avoir précisé ça et de vraiment de le remettre au centre. Oui, et puis ce que je veux ajouter, et qui me semble essentiel, c'est que l'enfant, quand il voit qu'on traverse des conflits d'une manière qui préserve la dignité, ça va lui donner une sacrée sécurité intérieure, de la confiance aussi, qu'il va pouvoir exprimer ce qui lui convient, comme ce qui lui convient pas. Et donc là, il est question de maintenir la confiance, l'estime de l'enfant, et aussi de l'inspirer sur des modèles différents. C'est ça, et de l'inviter à se dire c'est possible et on peut régler une situation, entre guillemets, quand je dis régler, de manière plus apaisée, ou en tout cas on est en capacité de s'écouter. Et si papa, maman par exemple, et la maîtresse le font, ou le prof, on se dit c'est possible. Oui, et que moi j'aime beaucoup quand j'accompagne les éducateurs dire qu'on a vraiment un devoir d'inspiration. Et qu'aujourd'hui l'enjeu, il est de travailler, nous les adultes, sur nos façons de faire. On n'a rien à transmettre de la communication non violente aux enfants. Et c'est vraiment l'axe de déclic sur lequel moi je veux vraiment insister. On refuse systématiquement toute formation, initiation tournée vers les gamins parce que pour nous, en fait, c'est nous les adultes qui avons à être modélisants. Alors c'est rude ce que je dis. Je suis bien consciente que je mets un pavé dans la mare et que cette prise de responsabilité qu'on a à rechoisir, elle peut être OK pour certains et pas pour d'autres. Et tout va bien aussi comme ça. Et c'est accueillir chacun et dans son cheminement personnel. Mais en tout cas, les prises de conscience sont possibles. Oui, et qu'il y a des moments où c'est pas le moment de changer quoi que ce soit parce que la trop vie... insécurisant peut-être. Oui, et puis la vie nous a fracassés et que il y a des moments où on a juste besoin peut-être nous de recevoir de l'attention plutôt que de tenter de changer quoi que ce soit dans notre façon de faire. Donc j'aimerais être entendue dans le fait qu'il n'y a pas de critique derrière ça. C'est juste de prendre le temps de voir si c'est le moment ou pas de changer les façons de faire. Mais en tout cas, d'avoir petit à petit, d'ouvrir une porte ou une fenêtre en fait sur un fonctionnement qui peut être différent et un processus qu'on peut petit à petit travailler et intégrer. C'est ça. Mais voilà. avec ce temps et donc dans une temporalité et le fait d'être prêt ou pas, comme tu le dis. Oui, avec beaucoup d'humilité aussi. Parce que commencer à intégrer la communication non violente, c'est... voir tous les moments où c'est OK et ceux où c'est pas OK, et rester en amour avec soi-même, y compris dans les moments où c'est pas OK. Et tu vois, ce que tu dis est vraiment intéressant aussi parce que c'est aussi un rapport à soi-même. Et avant tout, c'est-à-dire comment je peux accueillir quelqu'un si je ne me connais pas. Donc on est vraiment aussi dans un aller vers soi aussi. On va à la fois vers l'autre, mais c'est d'abord aller vers soi. Oui, et c'est pour ça que quand un parent prend un rendez-vous et qui semble furieux, est-ce que j'ai les moyens d'écouter cette personne ou est-ce que j'ai d'abord besoin, moi, d'une écoute par quelqu'un qui sait faire pour pouvoir accueillir ce parent comme j'aimerais l'accueillir ? Avec cette intention-là, quoi. Alors, on a parlé là côté parent. J'aimerais bien aussi qu'on puisse aborder la situation, par exemple, d'un enseignant qui
à la fois se pose beaucoup de questions sur son métier, qui a été malmené, qui a vécu des situations très délicates, difficiles, complexes avec des familles, et qui peut redémarrer avec cette peur peut-être de dire bon, est-ce qu'il ne va pas m'arriver encore quelque chose cette année, qui est sur la défensive, qui pourrait être dans cette inquiétude de voir un regard d'un parent, de dire mais si je fais ça, on va me le reprocher. Voilà. Comment aider quelqu'un qui a été vraiment malmené et qui aurait envie de reprendre et de reprendre peut-être confiance et de rechoisir le métier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ou un jeune qui débute, qui prend sa classe pour une première fois, qui se forme, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Déjà, moi, j'aimerais poser que j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui choisissent ce métier-là. Déjà parce que moi, j'étais une élève soi-disant terrible, enfin carrément terrible, je pense. Et je me dis, j'ai de la reconnaissance pour ceux qui m'ont supportée. Et je trouve que la difficulté est croissante aujourd'hui par rapport à ce métier, à la fois parce que les parents ont accès à beaucoup d'informations avec les neurosciences et qu'il y a beaucoup d'exigences de la part et d'attentes. Là où, de mon point de vue, aujourd'hui, il y a à accompagner dans la formation initiale des enseignants quelque chose en fait sur la relation à eux et aux autres. Et donc pour quelqu'un qui appréhenderait la relation, et ça c'est aussi un de nos objectifs à Déclic, c'est de créer une communauté pour ne jamais laisser un enseignant qui souffre être complètement isolé. Et donc s'il y en a qui entendent ce podcast et qui vivent cette situation d'inquiétude, j'aimerais dire que nous on a une cellule d'écoute gratuite à Déclic, et de regarder comment est-ce que je peux déposer à une collègue, en plus anonymement, cette réalité, et de regarder derrière cette inquiétude de quoi ça parle et comment je vais m'occuper de quoi ça parle. Peut-être que j'ai besoin de retrouver de la confiance en moi. Et donc avec ce processus, on sait qu'un besoin, il y a 36 000 stratégies. Donc si j'ai besoin de retrouver de la confiance en moi, est-ce que je peux, je ne sais pas, par exemple, moi, ouvrir un carnet et marquer tous les trucs qui me sont arrivés cet été et face auxquels j'ai réussi, et de regarder, tiens, quelles compétences j'ai développées. Peut-être que j'ai besoin d'apprendre à dire stop. Et donc de regarder, est-ce qu'il y a une formation là dans le cadre de la formation qui pourrait m'apprendre à dire stop, parce qu'il y a des moments aussi où c'est non, que quand quelqu'un me parle sur un ton qui, de mon point de vue, est inacceptable, de pouvoir dire, écoutez, je ne nie pas le fait que vous ayez 1000 choses à me partager, je ne nie pas le fait que vous soyez enragé ou en colère, et en même temps, moi je vois que je perds les moyens quand le ton dépasse un certain niveau. Est-ce que ça va de me partager votre réalité d'une manière en fait qui soit plus douce pour moi? Donc, vous voyez, en fonction de ce qu'on va découvrir derrière cette inquiétude du retour, de regarder comment on va en prendre soin. Donc, de se mettre en priorité. Et c'est ce que j'aime aussi avec ce processus, c'est que quand Marshall Rosenberg disait « moi et moi d'abord », c'était pour être moi et moi d'abord au service de la relation. Donc exactement ce que tu disais, comment est-ce que j'apprends à prendre soin, à repérer ce qui est important pour moi pour arriver dans la relation en étant le plus au service possible. Et le plus apaisé possible si on le souhaite. En tout cas, essayer au maximum. C'est ça, avec les moyens du bord. Voilà, c'est ça, avec les moyens du bord. Eh bien, Véronique, merci beaucoup déjà pour cette première étape de ce petit essentiel autour de la rentrée et de l'importance qu'on nous souhaitons donner à la relation et les moyens qu'on peut développer pour pouvoir vivre cette rentrée dans les meilleures conditions. Merci pour ta confiance. Merci renouvelée. À toi. Alors, on remettra bien sûr en dessous du podcast des sites, des livres. On vous parlera d'un livre qui va bientôt arriver pour pouvoir vous aider, donc qui s'appelle « Développer les compétences psychosociales à l'école, oser la communication non violente ». Donc là, ça sera avec les éditions Canopée. On vous parlera de tout ça. Et puis, on vous dit à très vite dans un nouveau podcast, la suite avec Véronique, autour de la réunion de parents. À tout de suite.